qu'on le frotte et qu'on le brosse. Vite! Imaginez la scène. Nous sommes en mars 1581 à Kyoto, le cœur battant du Japon féodal. Au milieu d'une foule en délire, le seigneur de guerre le plus puissant et le plus craint de tout l'archipel, Oda Nobunaga, hurle cet ordre totalement surréaliste. Devant lui se tient un homme dont la peau est d'un noir écarlate. Pour Nobunaga, c'est mathématiquement impossible. Il est persuadé d'être victime d'une supercherie. Convaincu que cet étranger s'est tendu le corps d'encre de Chine pour se moquer de lui. Les serviteurs s'exécutent, frottent de toute leur force, mais rien ne part. La peau reste intacte. À ce moment précis, le scepticisme de Nobunaga se transforme en une fascination absolue. Devant lui se dresse un homme, Yasuke. Et sans le savoir, il vient de faire le premier pas vers un destin légendaire. Devenir le tout premier samouraï noir de l'histoire. Aujourd'hui, le nom de Yasuke est partout. Vous l'avez vu en héros d'animé sur Netflix, dans des mangas, et il est au cœur de toutes les discussions de la pop culture, notamment avec le jeu Assassin's Creed Shadows. Mais derrière le mythe du jeu vidéo, quelle est la véritable histoire de Yasuke? Comment un homme parti des côtes africaines a-t-il pu finir avec 2 sabres à la ceinture aux côtés du plus grand tyran du Japon? Sortez les katanas. Aujourd'hui, on décrypte la folle histoire de Yasuke. Pour bien comprendre ce choc culturel, il faut d'abord lever les voiles sur un mystère qui a rendu fou les historiens pendant des siècles. D'où venait concrètement Yasuke? Pendant très longtemps, les chercheurs ont tout envisagé. Certains parlaient de l'Éthiopie, d'autres du Soudan actuel. Mais l'histoire a fini par livrer ses secrets, grâce à une pépite historique, une lettre d'Alessandro Valignano. Valignano, c'est le grand patron des jésuites en Asie. C'est lui qui a personnellement recruté Yasuke. Et dans ses écrits, il mentionne explicitement un esclave impressionnant, originaire du Mozambique, en Afrique de l'Est. Alors, comment Yasuke se retrouve-t-il au Japon en 1579? Pour comprendre, il faut casser un gros cliché. Non. Le Japon de l'époque n'était pas une île totalement coupée du monde. Et non, Yasuke n'était pas le premier Africain à y poser le pied. À cette époque, les navires portugais naviguent partout en Asie pour le commerce et pour propager le christianisme. Sauf qu'il y a un problème logistique majeur pour les Européens. Ils meurent comme des mouches. Les maladies tropicales et le scorbut déciment les équipages bien avant qu'ils n'atteignent l'Inde. Pour que les navires continuent de fonctionner, les Portugais engagent ou forcent des marins et des soldats africains à monter à bord. On estime qu'à l'époque, près de la moitié des équipages portugais en Asie étaient composés d'Africains. Mais alors, pourquoi Yasuke est-il devenu une légende si les autres sont restés anonymes? C'est une question de géographie politique. Les autres marins africains restaient confinés dans les ports de l'Ouest, comme Nagasaki. Ils ne voyaient que les quais. Yasuke, lui, fait partie de la suite personnelle du Valignano. Il va monter jusqu'à Kyoto, s'enfoncer dans les terres et entrer directement dans la zone VIP du pouvoir japonais. Le Japon que Yasuke découvre en 1579 est en plein chaos. C'est le Sengoku Jidai, l'époque des provinces en guerre. Imaginez un Game of Thrones géant à l'échelle d'un pays où chaque seigneur tente d'égorger son voisin pour prendre le pouvoir. Au sommet de cette chaîne alimentaire, il y a un homme, Oda Nobunaga. C'est un unificateur brutal, un génie militaire, mais surtout un homme obsédé par la nouveauté. Il adore la mode occidentale, collectionne les armures européennes et comprend avant tout le monde, la puissance des armes à feu importées par les jésuites. Lorsque Valignano présente Yasuke à Nobunaga à Kyoto, le choc est total. L'ascension de Yasuke va être fulgurante. Elle repose sur 3 piliers précis. Un physique de super-héros. Au XVIe siècle, la taille moyenne d'un homme au Japon est d'environ 1,50 m. Yasuke, lui, culmine à près d'1,90 m. Pour les Japonais, c'est un colosse absolu. Les chroniques de l'époque, comme le Shinkokoki, décrivent un homme avec la force de 10 hommes réunis. Une prestance incroyable. Une intelligence affûtée. Yasuke n'est pas juste un physique. Il a voyagé, il a vu le monde et surtout, il apprend très vite le japonais. Nobunaga adore discuter avec lui. Il trouve en Yasuke un interlocuteur fascinant, loin des courbettes hypocrites de ses courtisans habituels. L'imaginaire religieux. C'est le point le plus fascinant.
Dans le bouddhisme japonais, il existe des divinités protectrices, appelées les Myō. Leurs statues, placées à l'entrée des temples pour effrayer les démons, sont traditionnellement représentées avec une peau noire ou très sombre. Pour le peuple et les soldats, Yasuke n'est pas juste un étranger. Il a l'apparence physique d'une divinité guerrière descendue sur terre. Nobunaga, qui adore la guerre psychologique, comprend immédiatement l'atout incroyable que représente cet homme pour le moral de ses troupes. Mais alors, coupons court au débat historique. Était-il vraiment un samouraï ? Pour répondre, il faut oublier l'image romantique du samouraï du 19e siècle, avec son code d'honneur ultra rigide. Dans les années 1580, être samouraï, c'est avant tout un statut social et militaire, être au service direct d'un seigneur et avoir le privilège de porter les deux sabres. Et pour Yasuke, les preuves sont indiscutables. Nobunaga le libère de sa tutelle jésuite, lui donne un nom japonais, lui offre une maison, une rente financière, une épée de cérémonie et le nomme comme son garde du corps. Il chevauche à ses côtés lors des revues militaires. C'est la définition parfaite d'un samouraï de haut rang. Tout va pour le mieux pour Yasuke. Mais au Japon féodal, la gloire est souvent éphémère. Nous sommes le 21 juin 1582. Oda Nobunaga est à deux doigts de contrôler tout le pays. Il séjourne au temple Onnoji à Kyoto avec une suite très réduite, dont Yasuke. Au milieu de la nuit, l'impensable se produit. L'un des généraux les plus proches de Nobunaga, Akechi Mitsushide, décide de le trahir. Il retourne son armée de 13 000 hommes contre le temple. Pris au piège dans un bâtiment encerclé et en feu, Nobunaga sait que tout est perdu. Pour éviter l'humiliation d'être capturé, il se retire dans les flammes et commet le seppuku, le suicide rituel. Et Yasuke, il ne lâche rien. Les textes historiques nous disent qu'il attrape ses sabres et se bat comme un lion au milieu du brasier. Il parvient miraculeusement à s'extirper du temple et court rejoindre le fils et héritier de Nobunaga, Oda Nobutada, au château fortifié de Nijo pour tenter de mener une contre-attaque. Mais là aussi, les forces ennemies sont trop nombreuses. Nobutada se donne la mort à son tour. Yasuke, épuisé, blessé et encerclé par les soldats d'Akechi Mitsushide, doit rendre les armes. C'est ici que l'histoire bascule dans le mystère le plus total. Qu'a fait le général rebelle Mitsushide de Yasuke ? S'il avait été un samouraï japonais, il aurait été exécuté sur le champ ou invité à se suicider. Mais Mitsushide va avoir une réaction très étrange rapportée par les jésuites. Je cite, « Cet homme est une bête. Il ne sait rien et il n'est pas japonais. Ne le tuez pas, remettez-le aux prêtres chrétiens de l'église de l'Inde. » Mépris culturel ou acte de clémence politique pour ne pas se mettre les jésuites à dos ? Difficile à dire. Yasuke est escorté jusqu'à la mission jésuite. Et c'est là que sa trace s'efface à tout jamais dans les replis de l'histoire. On ne sait pas s'il est mort de ses blessures, s'il a repris la mer pour l'Afrique, ou s'il a fini ses jours incognito dans un village japonais. Le destin de Yasuke est une comète. Sa présence documentée au sommet de l'histoire du Japon n'aura duré qu'un peu plus d'1 an. Mais quelle année ! Son parcours extraordinaire montre à quel point le Japon de cette époque savait briser ses propres cordes pour intégrer le talent d'ailleurs. Par la suite, d'autres étrangers connaîtront des destins similaires, comme le célèbre navigateur anglais William Adams. Mais Yasuke restera à tout jamais le pionnier, celui qui est passé du statut d'esclave voyageur à celui de légende vivante de la pop culture mondiale. Alors, à votre avis, qu'est-il devenu après la nuit tragique du Onnoji ? Est-ce que son histoire vous fascine autant que moi ? Dites-le moi dans les commentaires. N'oubliez pas de bombarder le pouce bleu si la vidéo vous a plu. Partagez-la à vos potes, fans d'histoire ou de jeux vidéo. Surtout, abonnez-vous, activez la cloche pour ne pas rater les prochains récits épiques. C'était Copa, à la prochaine.